Bienvenue dans Créer hors cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et surtout bienvenue à toi Suzanne dans ce podcast Créer hors cadre, donc le changement radical. Et aujourd'hui, on va parler de la petite enfance. Donc, pour les immigrants venant de l'Europe, surtout de Belgique, c'est les questions que l'on se pose souvent. C'est mais quelles sont justement les options de services de garde? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est privé? Le fonctionnement, le financement? Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce qu'il y a des formations, etc. Et donc, c'est tout un melting pot de questions qui reviennent à chaque fois dans les groupes d'immigration. Et donc, je voulais absolument t'inviter aujourd'hui sur ce podcast pour mettre en lumière ces questionnements. Et je te laisse justement ici te présenter tout simplement. Bienvenue, Suzanne. Merci beaucoup, Lindsay, pour cette belle invitation. Et puis, bonjour tout le monde, à tous les auditeurs. Alors, mon nom est Suzanne Dano. Je suis psychopédagogue, c'est-à-dire que j'ai des études de deuxième cycle à l'Université de Sherbrooke en psychopédagogie. J'ai également un bac en enseignement, un baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Et pendant 20 ans, dans le fond, j'ai formé les futures enseignantes et le personnel en service de garde. Donc, c'est sur cette base que je peux vous partager un peu comment fonctionne le système des services de garde au Québec, là, à travers c'est ça, cette expérience que j'ai eue à les côtoyer et à les former. Mm. Génial. Et justement, parlant du territoire, donc on parle du Québec, on est bien d'accord. Et est-ce que au Québec, il y a déjà des différences en fonction des régions ou pas? Non, je pense pas. Les différences principales, c'est plus au niveau de la disponibilité des places, mais le système est vraiment installé à travers toutes les régions du Québec. C'est assez semblable d'une région à l'autre. Donc, si on a à chercher, c'est vraiment à partir là, des mêmes structures, là. Ok, Ouais. super. Ça, c'est très, très important déjà pour nos auditeurs et auditrices. C'est de se dire que toutes ces informations sera réellement importante pour donc, tous les lieux où ils déposeront leur bagage. La première question, Suzanne, que je vais te poser, c'est justement les options de services de garde. Il y a des services de garde privés et le service de garde de l'État. Peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, oui. Alors, je vais parler tout d'abord des services de garde privés qu'on appelle chez nous des garderies. Donc, c'est habituellement, c'est ça, c'est des particuliers c'est sous la forme d'une entreprise. Donc, ça a des qualités de services très, très variables selon quel type de personne choisit d'ouvrir cette organisation-là. Fait qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus mercantiles, donc ils font ça pour l'argent, ce qui fait que là, à ce moment-là, les services sont peut-être moins intéressants. Mais j'ai en tête ici en Estrie une garderie privée qui était ouverte par des gens d'expérience du milieu qui avaient des valeurs vraiment avant-gardistes et eux autres, ils ont ouvert là, vraiment une garderie privée, mais avec une qualité supérieure au type de service qu'on peut offrir au niveau de l'État. Ce qui fait que ça demande à chaque
parents d'aller vraiment visiter le milieu pour s'assurer du type de service qui est offert. Et ouais, c'est ça. Parce que pour les garderies privées, je dirais que ça serait ça. Fait que c'est comme ça dépend du fondateur là, de cette garderie-là qui fait que il va avoir telle valeur mise de l'avant plutôt que telle autre. Fait que ça, c'est du côté des garderies privées qui sont habituellement pas subventionnées par l'État, ce qui fait que le coût est beaucoup plus cher pour adhérer à ce type de service-là. On parle ça varie entre 50 à 75 dollars par jour, ce qui est énorme. Oh oui. Oui. Bon, pour le financement, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, là, parce que j'ai d'autres choses à rajouter, mais je vais m'arrêter là. Ce qui fait que pour les garderies privées, ben, ils sont pas subventionnés. Alors, tous les autres services qu'on appelle, qui sont chapeautés par un centre de la petite enfance. Donc, dans le courant, ce qu'on va dire au Québec, nous autres, c'est des CPE. Donc, CPE, c'est Centre de la petite enfance. Ils offrent deux types de services. Alors, on appelle des CPE qui offrent le service en installation, ce qui fait qu'une installation, c'est comme une genre de petite école, ce qui fait que là, les enfants, il y a tout un réseau de personnel qui reçoivent des groupes. Les groupes d'enfants sont plus formés selon leur âge. Fait qu'il va y avoir le groupe des poupons, le groupe des 2 ans, le groupe des 3 ans, ce qui fait que, puis là, ben, le personnel des conditions de travail qui correspondraient plus à ce qu'on peut avoir dans un syndicat, là, c'est qu'il y a des congés pour les vacances, il y a des mesures, il y a une échelle salariale là, pour les revenus. Et bon, puis là, ben, on essaye de standardiser les services, mais encore là, c'est variable, mais en principe, ça devrait être de qualité assez uniforme d'un CPE à l'autre. Fait que ça, c'est par rapport aux installations. Il y a des directions qui gèrent cet établissement-là. Il y a des conseillers pédagogiques pour soutenir les éducatrices dans les différents défis qu'elles présentent. Donc, il y a une structure pour soutenir aussi le personnel éducateur. Habituellement, on engage aussi des gens qui sont formés. Le personnel formé en éducation ont une technique. Ça veut dire qu'ils ont fait un 3 ans collégial en éducation à la petite enfance. Mais il y a souvent aussi du personnel qui est formé en éducation spécialisée. Il y a des employés qui sont également qui ont avec un bac à l'université, un bac universitaire. Et l'autre type de service offert par les centres de la petite enfance, c'est les milieux familiaux. Ce qui fait que ça, c'est une personne qui a envie d'accueillir un groupe d'enfants dans sa maison. Et là, ça peut être un, un homme ou une femme là, qui choisit d'ouvrir sa maison. Et là, il y a quelqu'un du centre de la petite enfance qui vient vérifier, valider la sécurité des lieux et qui s'assure, donc qui est chapeauté par le centre de la petite enfance. Ok, Et donc là, là, ben, il y a c'est encore différent de ce milieu privé non subventionné. Donc là, il y a trois en exact. réalité possibilités. Il y a le milieu privé, il y a l'État et il y a le côté privé chapeauté par l'État. Et quand on dit privé, privé particulier. Ouais, mais Ça c'est peut pas être un privé parce que parent. c'est subventionné. C'est subventionné. Ok, Ce qui fait que quand je dis subventionné, ça veut dire que le gouvernement a installé plusieurs années, là, presque 10 ans, là, des places à 8 dollars. Donc, ça coûte 8 dollars par jour que tu choisisses d'aller dans un milieu familial, c'est-à-dire dans la résidence d'une personne, ou que tu choisisses d'aller dans une installation qui est plus comme une petite école, là. Fait que tu peux avoir accès à partir du moment où c'est subventionné à ce tarif horaire-là, qui est 8,95, je pense, par jour. Fait que c'est ça que ça veut dire par subventionné. Et là encore là, en milieu familial, ben, c'est du multi-âge. Ça veut dire qu'il peut y avoir des enfants qui ont 2 ans, qui ont 4 ans, qui ont 3 ans. Il peut y avoir des poupons dans ce groupe de 6 enfants-là. Et ils doivent offrir 50 heures d'ouverture par semaine, ce qui fait que
ils sont obligés d'être, bon, des fois, ils choisissent d'ouvrir ou de fermer un peu plus tôt, mais ils sont tenus d'offrir toutes leurs heures de garde. C'est toujours la même personne. Versus dans une installation où ça se peut que ce soit une éducatrice qui accueille les enfants, puis que son chiffre soit terminé, que ce soit une autre éducatrice qui ferme la journée. Tandis que quand on va dans un milieu familial, c'est chez elle, ce qui fait que c'est toujours la même personne qui est avec le groupe d'enfants du soir au matin. Fait que ça assure un suivi pour les parents qui est différent. Et encore là, mais comme ça relève d'une même personne, ben, tu sais, si la personne, elle va bien, ben, c'est sûr qu'elle va offrir des services de qualité. Puis si la personne, elle est un peu moins bien organisée et tout ça, ben, ça dépend d'une seule personne, ce qui fait que c'est très variable comme qualité. Oui, c'est quand même intéressant, c'est de voir quand même le côté des heures pour accueillir les enfants. 50 heures, c'est énorme. En Belgique, maximum, c'est un 40 heures semaine et 40 heures semaine, c'est déjà beaucoup. Au Oui, niveau syndical, on se bat pour avoir des horaires, on va dire, normaux, dans le sens que ben, on a une énergie aussi, hein. Concernant ses parents, quels sont je vais dire, l'aspect professionnel, donc quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir pour être subventionnés, pour pouvoir justement accueillir ces enfants et au maximum, combien d'enfants peuvent-ils accueillir aussi? Parce que 50 heures semaine, c'est une chose, mais combien d'enfants ils peuvent accueillir? Et est-ce qu'il y a justement bah, des compétences spécifiques pour pouvoir être subventionnés à ce niveau-là? ouais. Bon, alors tout d'abord, ces personnes-là, en plus, j'ai envie juste pour compléter ce que je nommais tantôt, c'est que en plus d'avoir 50 heures de présence enfant, ben elles doivent s'assurer de faire leurs courses pour préparer les repas en présence des enfants. Il faut qu'elles planifient les activités en plus. Fait que c'est sûr que ça fait une charge extraordinaire, là. Tu sais, c'est vraiment fou. Mais l'idée qui était derrière ça, c'était de dire, ben, on intègre les enfants dans une vie familiale. Ce qui fait que, tu sais, si je suis en train de préparer le repas, ben, j'invite les enfants à participer à préparer le repas. Si j'ai du lavage à faire, ben, j'invite les enfants à... Fait que c'était un peu cette idée qu'il y avait derrière. Et pour le ratio qui est exigé, c'est un adulte pour 6 enfants. Fait que c'est un maximum de 6 enfants pour le milieu familial. Et si parfois la personne préfère engager une assistante pour pas être seule avec le groupe d'enfants, à ce moment-là, ils ont droit à 9 enfants dans la maison pour 2 adultes. Fait que ça, c'est le ratio en milieu familial. Et la formation, ben, en fait, ils ont une formation de base de 45 heures qui voit le développement de l'enfant, qui voit le rôle d'une responsable de service de garde dans le milieu familial, qu'est-ce que ça implique, le programme éducatif, parce qu'ils sont tenus de suivre un programme éducatif qui est géré par le Centre de la petite enfance qui les chapeaute. Donc, ils ont un 45 heures à faire avant, puis aussi les premiers soins. Et après, ils doivent faire 6 heures de formation continue par année. Fait que c'est quand même de base, c'est assez minimal comme formation parce que ça peut être un peu n'importe qui, mais ils sont évalués une fois par année par des conseillers pédagogiques qui relèvent du centre de la petite enfance. Ok, Alors, super. Et au niveau des normes sur le lieu pour pouvoir accueillir, est-ce que il y a justement aussi des normes et est-ce qu'il y a des visites avant de travailler justement cet encadrement? oui, tout à fait. Alors, il y a premièrement une évaluation du milieu avec des exigences qui sont imposées pour modifier l'environnement, tu sais, ça pour assurer la sécurité. Puis ça, c'est comme tout un dilemme, hein, parce que c'est comme une négociation, parce que la personne, elle est quand même chez elle. Puis ça demeure, on veut garder le volet esprit familial. Mais en même temps, il y a des exigences qui viennent du gouvernement, du ministère de la Famille, qui demandent ben, qu'on aménage, je sais pas, par exemple, l'entrée, l'extérieur, à l'intérieur, que les tiroirs soient fermés, que certains ustensiles soient mis à l'écart pour que les enfants aient accès. Fait que c'est sûr qu'il y a des aménagements et à chaque
année, il y a 3 visites à l'improviste qui sont faites pour s'assurer que tout ça est respecté. Mm. Oui, donc c'est quand même bien encadré au-delà de la Oui, visite officielle, 3 visites. Donc, ce qui est important et intéressant, c'est que bon, ben, quand on a un esprit critique, on est droit dans ses bottes professionnellement et tout ça, ben, il est sûr que on fera toujours attention au-delà de ce côté des visites à l'improviste, ben, d'avoir cette conscience professionnelle et d'avoir cette sécurité euh, pour les enfants qu'on accueille. Eh ben, c'est déjà des opportunités. Mais par contre, j'entendais ce que tu me disais juste en off avant, comme quoi qu'il y avait quand même un manque de place, un manque de personnel. Peux-tu m'en dire un peu plus? ouais, je dirais que ben, je sais pas comment ça se passe en Europe, mais ici c'est assez généralisé au Québec dans tous les sphères d'activité économique et professionnelle. Là, nous embauchons là, il y a des affiches un peu partout, peu importe les entreprises. Alors, les CPE ne sont pas épargnés, tous les services de garde ne sont pas épargnés, ce qui fait que là, présentement, on embauche des gens qui sont peut-être un peu moins formés. Et je dirais aussi que ce que j'observe, parce que je fréquente encore des gens de ce milieu-là, c'est que tout l'épisode de la pandémie du COVID-19 a mis beaucoup de pression sur tout ce système-là parce qu'ils ont dû ouvrir pour toutes les personnes qui offraient les services essentiels. Ils ont dû imposer aussi tout plein de mesures là, d'hygiène, mais aussi de respecter la distanciation, de transformer les règles de fonctionnement comme avant. Les parents étaient invités à rentrer, là, ils devaient attendre dehors. Il y avait... Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de pression qui a été mise sur le système. Ça a épuisé le personnel. Donc, les gens sont fatigués, peuvent pas tant reprendre des journées de congé parce qu'il manque de personnel. Donc, je dirais que c'est un système qui est vraiment fragilisé présentement, autant au niveau de la petite enfance qu'au niveau scolaire. Euh, Fait que ça, c'est une chose Mais ce qui est qui est bien un quand, enjeu. Ce qui est bien quand je t'entends, c'est que le positif dans ça, venant de la prise de conscience de la pénurie, c'est que, par exemple, des immigrants ici, venant de Belgique ou de France, ayant les compétences requises en périculture, que ça soit aussi éducateur spécialisé et ou enseignant, ben, peuvent postuler dans ces domaines-là et trouver facilement un job pour pouvoir débuter ben, justement sur le territoire québécois. Est-ce que ça Ça, répond c'est bien à ma question par rapport à ça, sachant que tout c'est à votre réalité? Oui, tout à fait, ça c'est clair. Puis je pense que justement, le ministère fédéral qui relève du gouvernement du Canada a justement ouvert les portes à accueillir plus d'immigrants pour essayer de pallier à cette pénurie d'emplois, là, ce qui fait pénurie d'employés, ce qui fait que oui, effectivement, je pense que c'est les Européens seraient très bienvenus, surtout que ben, avec la langue, déjà, c'est comme un atout important. Mais faut dire aussi que Montréal est en train de s'angliciser beaucoup, ce qui fait que on reconnaît moins Montréal que de quand moi j'y étais, là, ce qui fait que ouais, il y a cette réalité de la langue qui, tant qu'on est francophone, anglophone, je pense qu'on se débrouille bien au Québec, là, et puis on réussit, c'est assez facile de se trouver un emploi. Fait que ça, c'est une possibilité. Mais en même temps, ben, ça crée une pression sur les familles, pour les parents. Je sais que plusieurs parents, là, quand ils attendent un bébé, ben, ils essayent déjà de trouver une place d'avance. Une chose que j'ai pas dite encore, c'est que il y a des associations de CPE qu'on appelle regroupement des CPE. Fait qu'il y a un regroupement par région et c'est souvent eux qui font la gestion des places disponibles pour les parents. Donc, un parent qui arrive, qui a besoin d'une place dans un service de garde, va plus aller dans le regroupement de sa région qui va pouvoir informer sur les places disponibles à travers tout son réseau qui est en fonction de la région. Mm.
C'est intéressant. Donc, pour nos chers auditeurs et auditrices, c'est que il y a des opportunités et aussi ben, des points off, hein, comme chez nous en Europe et ici en Belgique. Comme en France, les pénuries de garderies, de nounous, etc., c'est identiquement la même chose. Le côté de la pénurie aussi au niveau de l'emploi parce que bon ben la précarité encore une fois ben c'est similaire que ça soit au niveau financier, que ça soit au niveau du nombre d'heures, que ça soit au niveau de la structure, tout ce qu'on nous impose au niveau du gouvernement, c'est assez drastique, mais cependant ben ça n'empêche pas que les futurs parents et ou parents se retrouvent dans des situations précaires et dont ils doivent quand même trouver une solution parce que ben, ils doivent retravailler. Alors ici, en Belgique, on travaille, on a le congé de maternité qui est de 3 mois et on a un congé d'allaitement qui n'est pas octroyé par tous les employeurs et qui peut aller jusqu'à donc 2 mois supplémentaires. Donc au maximum, on est à 5 mois. Financièrement, ben, ce n'est pas le même paiement. Je sais que quand on est au Québec, ben, on peut aller de 5 mois à 1 an de congé de maternité avec une modération de salaire de 70% et et important de le prendre en considération ici pour les futurs immigrants, c'est que il y a aussi des anciennetés professionnelles sur le territoire québécois qui offrent cette opportunité de prendre 1 an de congé de maternité. Si maintenant la personne n'a que 1 an d'emploi et ou 2 ans d'emploi, ben, ça sera en fonction, bien entendu, de ses antécédents professionnels que elle aura 5 à 1 an de congé de maternité. Euh, Est-ce que la Et question... aussi, j'aurais Dis-moi. envie je voudrais juste compléter, c'est que aussi ce qui est intéressant dans ce 1 an de congé de maternité, c'est qu'il est transférable. Par exemple, moi, je connais un jeune couple ici, là, que la maman a le pris 4 mois, puis elle a transféré le 8 mois restant au papa. Fait qu'elle est retournée travailler et c'est le père qui a complété le congé de maternité, de parentalité finalement. Oui, Ah, c'est ça que je génial. voulais rajouter. Oui, Ben, nous, oui, en c'est bien. Belgique, c'est 1 mois de congé de de paternité et ça ne fait que évoluer comme ça. Par contre, transférer, c'est pas encore ça. Mais je vois que de ce côté-là, il y a quand même une belle ouverture, une belle évolution. Je sais aussi, de par expérience, de par mes amis québécois, que on vient à mettre un nouveau-né de 3 mois à la garderie, justement, bah, c'est un peu mal vu sur ce côté culturel, dans le sens que on se fait passer pour des mauvais parents. Or, bah, le côté culturel en Belgique, c'est que c'est une obligation pour certains et certaines. Et donc, c'est intéressant et important, c'est de dédramatiser toutes ces croyances en passant le cap de l'immigration parce que ben, on n'aura peut-être pas le choix pour certains immigrants de se dire bon ben voilà, je suis enceinte, mon projet il est là. J'ai pas envie qu'il me passe à côté et donc je passe le cap et je vais faire en fonction de ce qui me sera octroyé sur le territoire québécois. Et c'est OK, c'est correct aussi. Le tout, c'est de trouver les moyens. Et là, ici, ben voilà, tu es une référence, hein, je l'entends et c'est génial. J'ai vraiment envie de rebondir aussi sur ce côté du fonctionnement. Qu'est-ce que tu pourrais m'exprimer en plus sur tout ce qui est formation, comment postuler si certains immigrants aimeraient vraiment rentrer dans ce système d'accompagnement? Parce que, encore une fois, ben, il y a vraiment deux types de personas ici actuellement pour mes auditeurs. C'est des personnes qui recherchent de l'emploi et des personnes qui veulent fonder une famille et qui sont soit dans le projet et ou qui sont déjà justement avec des enfants et ou futurs enfants comment dire, dans leur projet. Hmm. Je crois que il me semble, mais il pourrait s'adresser déjà au regroupement. Les regroupements affichent les postes qui sont disponibles et puis comme ils sont vraiment en contact avec tout un réseau
de centre de la petite enfance, ben, ça donne accès justement à toutes les disponibilités, les ouvertures. C'est sûr que commencer comme éducatrice ou éducateur, ça, il y a des possibilités assez énormes dans tous les milieux. Donc, ça me semble assez facile là, de trouver quelque chose. Euh, L'été, il y a aussi toujours l'histoire des vacances, qu'on a besoin de remplacements. Et puis là, ben, ça, c'est une option aussi de se mettre disponible pour faire des remplacements. Ça permet de se faire connaître. Ça permet également de trouver les milieux qui correspondent davantage à notre style parce que dans chaque milieu, il y a un climat de travail qui est différent aussi avec les valeurs qui sont prônées. Donc, en faisant du remplacement, ben, ça permet de se faire connaître et de découvrir ce qui nous convient le mieux. Et si on a moindrement d'expérience, ben, il y a sûrement possibilité aussi d'offrir nos services comme conseillère pédagogique ou adjointe administrative. Tous ces postes-là peuvent être intéressants. Et ultimement, ben, ça peut être aussi d'ouvrir son service de garde à la maison pour pouvoir accueillir d'autres enfants. Comme il manque de place, je pense que ça deviendrait assez facile de combler une clientèle là, d'enfants. Et si c'est en privé, ben, là, on peut penser que tu sais, c'est 50 dollars par jour, par personne, par enfant, mais ça peut faire un revenu intéressant à ce moment-là. Je sais pas si je pourrais me permettre de revenir aussi pour les différentes structures. Dans les dernières années, le gouvernement a choisi d'ouvrir des maternelles 4 ans. Donc, ça peut être une autre option. C'était tout un enjeu qui a été discuté beaucoup par les différents chercheurs et décideurs des politiques qui voyaient comment on pouvait. En fait, c'est pour pallier au fait que dans les milieux défavorisés, les parents n'envoyaient pas leurs enfants dans les centres de la petite enfance et quand ils arrivaient à l'école, à la maternelle 5 ans, ben, ils étaient en retard dans leur développement. Alors, ça a été l'argument de départ pour instaurer les maternelles 4 ans, mais maintenant, il y en a de plus en plus dans différents milieux. Donc, dans les grandes villes, c'est sûr qu'on va trouver des maternelles 4 ans. Personnellement, étant une fervente de la psychologie de la petite enfance, je trouve que c'est pas les conditions idéales parce que l'école est une structure beaucoup plus rigide et beaucoup plus qui demande que l'enfant soit plus autonome. Le ratio n'est pas le même, ce qui fait que idéalement, moi, je verrais plus les enfants aller dans les centres de la petite enfance ou en garderie privée, mais ça peut être une alternative si on n'a pas d'endroit où aller de vérifier si dans l'école du quartier où les gens habitent, il y a l'option de la maternelle 4 ans qui peut être une façon d'introduire son enfant dans le système scolaire. Ok, c'est Ouais. intéressant d'avoir cette information qui est bah, pour moi très positive sur l'aspect où la petite enfance est quand même prônée jusqu'à l'âge de 5 ans et le pourquoi tu viens de nous l'exprimer. Le fait qu'il y ait une précarité, d'où le côté qu'on ouvre une maternelle 4 ans au lieu de 5 ans et qui, bah voilà, le point off, c'est le côté structure plus rigide, le nombre d'enfants, l'autonomie qui est importante et tout ça. En Belgique, on a de 0 à 3 ans le côté où on est dans une garderie et où une nounou. Et à partir de 3 ans, ben, l'enfant, en fonction de l'âge à laquelle il est né, ben, il va rentrer en maternelle. Et donc, c'est à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, il rentre en primaire. Et tu prêches une convaincue. Tu prêches une convaincue de l'enseignement ayant justement ce côté pédagogie de compétences et aussi de talent par rapport à l'expérience vécue autour de moi et personnellement, c'est qu'il est indispensable pour les enfants d'être dans un milieu plus restreint au niveau du nombre d'enfants, d'avoir beaucoup plus d'attention et des pédagogies différentes et qui va amener l'évolution de l'enfant d'une puissance importante, hein, il est clair, pour justement arriver enfin à l'autonomie et de se rendre à l'école qui est le 5e maternelle et dont chez vous, il n'y a qu'une maternelle avant la primaire.
Et que chez nous, 3 années maternelles avant d'arriver à la primaire. Mm. Et si on parle en Suède, il commence à 7 ans. Donc, le système, hein, tu sais, qui est souvent la Finlande, la Suède et tout ça, on va souvent s'y référer par leurs pratiques qui sont différentes, mais aussi qui donnent des résultats positifs. Et eux, ben, ils retardent justement la maternelle. Fait que pour moi, je trouve qu'il y a déjà un indicateur euh, qui, qui donne des informations sur quel est le besoin réel de l'enfant dans tout ça, là. Mm. Exactement. En tout cas, un grand merci, Suzanne. Une question, est-ce que tu aimerais rajouter des informations à ce qui, voilà, tout ce qui a été exprimé ici, ou est-ce que nous laissons les auditeurs, voilà, donner justement ce côté du retour sur justement que ça soit le groupe Facebook Créer hors cadre et ou sur Instagram. N'hésitez pas, il y a mon adresse mail qui est donc dans la description, que ça soit dans ma chaîne YouTube, sur Ocha, Spotify et autres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et voilà, Suzanne, est-ce que tu aimerais bien rajouter quelque chose ou... Oui, j'aurais un mot de la fin que j'aimerais bien laisser aux parents, c'est peu importe qu'il y ait une pénurie de place pour votre enfant, prenez le temps et ayez la conviction que vous pouvez trouver la place qui vous correspond et non pas laisser votre enfant à un endroit où vous vous sentez plus ou moins en confiance. Prenez vraiment la décision de choisir la place où vous laissez votre enfant, c'est trop important. C'était mon mot de la fin. Exactement. Et je pense Alors, que ça te merci beaucoup, rejoint. Lindsay, pour cette invitation-là et puis ça me Merci à fera toi. plaisir d'accueillir. Merci à toi, Suzanne, parce que on va se voir ici on va avoir l'occasion de se voir et surtout de parler de l'étape supérieure qui sera justement du maternel, primaire, secondaire et ensuite d'avoir une troisième interview qui sera justement plus le côté université ainsi que le côté bac, technique, etc. Donc, on va prendre ce côté des épisodes scindés en 3 pour donner toutes les informations pertinentes et importantes dont les futurs immigrants belges, français auront besoin et ou ceux qui sont sur le territoire québécois déjà et qui sont en manque d'informations. Mille merci encore Suzanne et je vous souhaite là où vous êtes en Europe ou au Canada de passer une excellente journée ou soirée et à très très bientôt.